Et développeuses. Pardon. Donc, bonjour les développeurs, bonjour les développeuses. Bienvenue sur notre première table ronde de la France UiPath Community, la communauté française de UiPath. Alors, pour cette première table ronde, on aura pour sujet la formation des développeurs RPA, notamment sur la technologie de UiPath. Alors, pour la présentation du projet, je vais laisser la main à Madame Iba. Bonjour à tous. Très rapidement, je vais présenter UiPath Community France. Donc aujourd'hui, c'est moins de 10 personnes, moteurs, dynamiques, qui sont là pour créer des événements, vous partagez des articles techniques, plutôt business, fonctionnels. On est aussi très actifs pour aider généralement sur les plateformes UiPath, donc UiPath Forum, Mentorship, bientôt Marketplace. Donc voilà, juste un petit message avant de réellement démarrer la table ronde. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est de recruter. Donc que ce soit pour des personnes qui souhaitent s'investir sur les projets qui vous tiennent à cœur, ou juste participer aux événements de temps en temps, ou rien que agrandir son réseau, ce qui est déjà pas mal, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on va vous partager sur un lien en fait LinkedIn, donc vers nos profils, vous pouvez directement nous contacter, et aussi vers notre groupe LinkedIn. Donc voilà, vous êtes la bienvenue, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe LinkedIn. Et juste avant de passer la main à Abdel, je tiens à remercier donc UiPath qui sponsorise notre activité, notamment à Christina Vidu, responsable MEA de la community. Donc voilà, et aussi donc, aux autres membres de UiPath, je pense notamment à Vibor, à Sied, à Corinna et puis aussi à Andrea. Voilà, à toi la main Abdel. Merci Iba. Alors, je tiens aussi à remercier UiPath et toute la communauté qui sont présentes ici aujourd'hui avec nous. Alors, euh, donc tout d'abord, on va passer par la présentation des différents speakers qui sont ici présents. Donc, je redonne une fois de plus la main à Iba pour qu'elle puisse se présenter. Yes, donc bonjour à tous, donc je me présente Iba Beldi. Je travaille actuellement chez Kaora Partners en tant que RPA consultante. Mon hobby, du coup, c'est la randonnée concrètement. Je suis rentrée donc, dans la UiPath Community France, autant que tous les membres qui sont autour de cette table, le 16 mars 2021. Donc j'ai 3 années d'expérience et du coup, les 3 sont sur la RPA. Et donc ma spécialité chez UiPath France Community, c'est du coup, j'ai été nommée chapter leader donc, au niveau de la France, plus précisément de Paris, mais étant donné que justement on manque d'antenne, eh bien, pour l'instant c'est France. Et sinon, d'une manière générale, donc, je suis très active sur UiPath Forum. À toi la main, Abdel. Merci Iba. Je passe la main à Arwa. Bonjour à tous, je m'appelle Arwa Juinislaï, je suis consultante en RPA, j'ai 7 ans d'expérience, j'ai travaillé auparavant comme étant développeuse mobile et je fais partie du programme UiPath Mentorship, là où je fais du mentoring pour les différentes personnes qui souhaitent monter en compétences sur les RPA avec l'outil UiPath. Merci Arwa. Je vais passer la main à Reda, notre MVP. Bonjour tout le monde, je m'appelle Reda, je suis consultant RPA chez Ginini Antipode. Je bosse sur la RPA depuis 4 ans. J'ai commencé ma carrière à Accenture et maintenant je suis chez Ginini. Donc voilà, j'ai été sélectionné MVP cette année avec la promotion 2021. Et voilà, je travaille sur la RPA, sur UiPath et sur d'autres outils depuis mes débuts depuis 4 années. Il faut dire aussi que Reda est actif sur notre forum UiPath et notre PIP aussi. Quelques mots à dire sur ça. Ah oui, j'étais et je suis toujours très très actif sur le forum et même sur LinkedIn parfois s'il y a des questions. Et aussi sur des nouveaux produits dont PIP fait partie, le Picture in Picture. Donc, j'ai formé quelques amis et quelques personnes qui travaillent avec moi sur cette nouvelle fonctionnalité. Merci Reda. Je passe la main à Franck. Bonjour à toutes et à tous, Franck Mongo, je suis consultant RPA chez Bandariles. Dans ma vie d'avant, j'étais ingénieur en process nucléaire. J'ai travaillé près de 8 ans dans le domaine du nucléaire et quelques mois, j'ai switché pour devenir développeur RPA. Donc, j'ai intégré le groupe comme tout le monde dès le 16 mars et au quotidien, je partage des articles sur UiPath Forum et ce qui m'intéresse parmi les produits UiPath, c'est le document Understanding. Voilà. Merci Franck. Alors, pour ce qui est de moi je suis Eter Abdelaziz, je suis un consultant chez Solane. Je fais partie du groupe comme tout le monde à partir de mars 2021. J'ai 4 années d'expérience et je suis un membre actif de l'UFC, UiPath France Community, et je suis aussi un animateur du groupe, un parmi les différents animateurs du groupe.
Alors, voici l'équipe actuelle. Donc, là, il manque Arwa, malheureusement. On va peut-être l'ajouter par la suite. Et alors, sans trop tarder, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, vous pouvez les ajouter directement sur la conversation sur le Zoom. Alors, sans trop tarder, on va commencer par notre première question. Alors, notre première question, c'est comment es-tu arrivé sur la RPA? Donc, je voudrais poser cette question initialement à Iba et je voudrais savoir quelle est ta réponse. Yes. Alors, comment est-ce que je suis arrivée sur la RPA? Concrètement, j'étais en stage technique, 4e année sur 5 ans, donc je cherchais un stage d'ingénieur. J'étais en école d'ingénieur et donc voilà, il fallait que je fasse un stage. Donc j'ai postulé à plusieurs offres, notamment une, celle de Safran. Et donc j'ai appris plus tard du coup que c'était une offre sur la RPA et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer à ce sujet-là. Ça m'a plu, j'ai continué comme ça jusqu'en année 5 et puis du coup après c'est devenu mon travail. Merci. Franck, qu'est-ce qui en est toi de cette réponse? Je suis arrivé dans la RPA un peu par hasard. Comme je l'ai dit, j'étais avant dans le domaine du nucléaire et je m'occupais de la mise à jour documentaire principalement. Et sur cette activité, il y avait une part des tâches qui étaient très répétitives et généralement on les automatisait avec du code VBA, du code Python et de recherche après recherche. J'ai fini par découvrir la RPA, puis UiPath. Et de fil en aiguille, je me suis passionné de la solution et jusqu'à changer de métier pour devenir développeur RPA. En gros, c'est le destin qui t'a porté vers la RPA. On peut dire ça comme ça. D'accord. Merci, Franck. Alors, Arwa, pour toi, comment est-ce que tu es arrivé sur la RPA? Moi, j'aurais dit la même chose que Franck. En fait, le destin fait bien les choses, hein, finalement. Parce que moi aussi, je suis arrivée à la RPA par pur hasard. J'ai été plutôt développeuse mobile orientée C# .NET auparavant et je ne savais pas trop ce que même la RPA voulait dire. Et un jour, on m'a proposé un besoin chez un client qui était une mission à faire de la RPA avec UiPath. Et depuis, je ne fais que ça. Donc voilà comment tout s'est commencé avec la RPA finalement. D'accord. Alors, notre Reda, comment es-tu arrivé sur la RPA? Alors, c'est un peu similaire à l'histoire de Ibra, parce qu'en fait, c'était un stage de fin d'études chez Accenture. Et là, en fait, mon manager à l'époque, il m'a demandé est-ce que je connais la RPA, est-ce que j'ai jamais entendu parler par la RPA. J'ai dit non. Donc, j'ai commencé à chercher. Et à l'époque, j'ai fait une formation en data science en école d'ingé. Donc, voilà. J'ai essayé de combiner les deux entre data science et RPA. Dans ma première expérience, j'ai utilisé UiPath dans le stage. Et mais j'étais amené à utiliser d'autres outils après, chez des clients, mais j'ai toujours en fait voulu faire que du UiPath et j'ai revenu à UiPath et j'ai fait d'autres missions sur UiPath et voilà. Depuis, je fais que de UiPath. D'accord. Donc, si je comprends bien, là, pour la majorité, bon, il y en a deux avec qui c'est arrivé comme par hasard à force de rechercher et d'autres, c'est par le destin des études ou d'une formation professionnelle. Après, aujourd'hui, avec le recul que vous avez, pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'évident? C'est-à-dire pour quelqu'un qui penserait à la RPA, ce serait quelque chose d'évident. Je penserais à Arwa et à Franck en fait pour cette question, parce qu'eux, ils ont vraiment dédié le temps et de recherche pour trouver cette techno. Donc, comment, avec le recul, pour vous, est-ce que c'est devenu quelque chose qui est évidente dans le sens où je fais quelque chose de répétitif, c'est directement, je pense à la RPA. Franck, si tu veux. Oui, pour moi, je pense que ça devient une évidence à partir du moment qu'on comprend que entre les différentes solutions existantes, il nous manquait quelque chose qui puisse faire le lien. Et cette chose, on avait peut-être du mal à l'imaginer, à le formaliser, mais une fois qu'on a testé la RPA, en tout cas qu'on a testé la solution UiPath, on identifie clairement sa place et clairement sa valeur ajoutée. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut bien faire le distinguo entre ce qui est automatisé par du VBA, par du Python et par du RPA. Donc, je répondrai à cette question, voilà, comme ça. D'accord. Et Arwa, toi, tu es du même avis ou pas? Alors pour ma part, est-ce que c'est devenu une vraie évidence? Je pense que c'est en cours, ce n'est pas encore vraiment le cas. D'accord. Parce que notamment, je pense au cas où, pour d'autres développeurs en tout cas, on peut automatiser avec des API
qu'on peut développer pour justement raccorder les différents bouts des différentes applications qu'on est en train d'utiliser sur un projet. Mais je trouve que tout de même, la RPA mérite amplement sa place aujourd'hui sur le marché dans le domaine de l'automatisation du moment qu'on lui donne sa chance. D'accord. Voilà. Et alors, pour les deux autres qui sont arrivés par le domaine professionnel, donc vous, aujourd'hui, dans votre enceinte professionnelle, comment vous trouvez que... Est-ce que arriver en fait à la RPA, c'était devenu quelque chose de inné ou c'est quelque chose que malgré le fait que vous êtes arrivé à travers votre formation, vous le choisirez tout de même aujourd'hui? Je vais commencer par répondre. Donc de base, je suis de formation donc data scientist. Donc aujourd'hui, on voit des synergies entre AI et RPA. C'est vrai qu'avant, j'en avais jamais entendu parler, même dans les écoles d'informatique ou de manière générale, on n'entend pas forcément parler de la RPA. Donc je pense que c'est quelque chose qui est une suite logique, parce que notamment, bon, je me rappelle de certains projets que j'avais fait en informatique, on faisait déjà justement cette fameuse automatisation dont Awa parlait, avec Python notamment. Donc voilà, c'est même en JavaScript, on faisait aussi du scrapping. Donc voilà, il y avait des chemins, des croisements, on va dire. Donc c'est une suite logique. Et puis surtout, une fois qu'on commence à rentrer dedans, on a du mal à s'en défaire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fini. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs. Oui, Et en fait, toi, Reda? oui, c'est exactement ça, parce qu'au début, on est un petit peu perplexe par rapport à est-ce qu'on peut adopter ça comme carrière, on va faire que de la RPA pure, surtout qu'on fait de la data science et c'est un très très grand domaine. Donc au début, c'est pas très évident de dire que je vais être développeur RPA, je vais faire que de la RPA. Donc c'est un peu difficile de faire ce choix. Et en fait, d'ailleurs, Abdel, c'est vraiment un choix parce que on va pas avoir une formation en école d'ingé ou autre part de la RPA. Il n'y a pas de formation RPA aujourd'hui. Toutes les personnes qui travaillent sur la RPA, c'est un choix qui ont choisi, c'est un choix conscient qu'ils ont pris durant leur carrière. Donc voilà. Enfin, on va dire un choix soit qui a été imposé par le domaine professionnel. Par exemple, dans mon cas, moi, c'était la société qui avait une nécessité d'un développeur RPA. Donc là, je me suis lancé. Et c'est quelque chose comme vous tous, je suis tombé amoureux on va rester vraiment dans le cadre de UiPath. C'est quelque chose qui m'a très attiré, on va dire, et quelque chose que je développe d'ailleurs au quotidien. Donc, c'est vraiment un choix conscient quand on le cherche, on va dire. C'est quelque chose qui devient de l'évidence. Après, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, c'est pas mauvais, mais c'est juste que ça va accélérer les choses, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, juste en parlant d'accélérer, selon vous, qui nous amène d'ailleurs à notre prochaine question, c'est quel est le temps de formation moyen autour de la formation de développeurs? Donc, je sais que ça, c'est un sujet qui diffère selon les personnes, mais on va essayer de trouver un terrain d'entente, on va dire. Donc, je vais commencer par toi, Iba. Ça t'a pris combien de temps en fait pour te former sur UiPath, sur la Yes. RPA et notamment sur UiPath? Alors, du coup, dans mon contexte, donc j'ai été en stage donc 5 mois. Il fallait que je sois opérationnelle très rapidement. Donc, en un mois, j'avais grosso modo ouais, suivi un petit peu les cours, testé, donc un petit peu pris la main. J'ai aussi fait à l'époque, donc il y avait le level 1, level 2, level 3, plus une petite certif bien avant l'UIRD qu'il y a aujourd'hui. Donc, grosso modo, ouais, c'était plutôt un mois, même si officiellement sur la formation, elle a marqué 36 heures, donc ce serait plutôt une tendance d'une semaine. Je pense qu'il y a besoin de plus de temps. Surtout, bon, j'ai eu de la chance d'avoir un bagage informatique avant, donc je développais avant en C#, j'ai pu faire du Python. Et du coup, passer à un autre langage, c'est plus facile que j'imagine pour quelqu'un qui n'a jamais eu de base en RPA, de se lancer dessus à proprement parler. D'accord. Donc pour toi, la formation de 36 heures, pour donner des chiffres en fait, pour qu'on puisse Mhm. avoir une idée, une formation de 36 heures indicatif, pour toi, ça t'a pris combien de temps? Pour moi, du coup, ça a pris plutôt un mois. D'accord, merci. Et pour toi, Franck, c'était combien de temps? Pour moi, c'est un peu plus lent. Ça m'a pris à peu près 6 mois, puisque je me suis formé chez Udacity, qui proposait une formation de 4 mois. À l'époque, j'étais encore salarié dans mon ancienne entreprise. Donc, je travaillais en moyenne 2 heures par jour. Et ça m'a plutôt ramené à 6 mois en termes de durée totale. Et puis, ça a été complété par un mentoring qui a duré à peu près un mois, proposé par UiPath. Et je dirais, s'il faut donner une durée, quand on n'a pas un background informatique, on n'a pas le temps de consacrer
beaucoup d'heures de révision, de travail. Je dirais autour de 6 mois. Et quand on a un background informatique et qu'on vient du métier d'informaticien, bah, ça peut durer moins longtemps que les 6 mois. D'accord. Donc, toi, c'était de ta propre initiative que tu t'es lancé. Donc, à faire ça en parallèle, on va dire, ça t'a pris 6 mois. On va rester sur ça. Oui, en Ça veut faire ça en dire quoi? parallèle, ça m'a pris 6 mois. Donc, 6 mois et plus le 1 mois de formation, enfin, de mentoring. De mentoring, c'était plus le partage d'expérience, connaître les réalités professionnelles. D'accord. C'était plus focalisé sur ça et puis aussi débriefer correctement sur l'orchestrateur parce que même au bout des formations suivies, l'orchestrateur à l'époque n'était toujours pas clair. Voilà, avoir un mentor qui travaille dessus toute la journée, voilà, c'était très, très enrichissant en tout cas dans mon cas. D'accord. Et pour toi, Alwa aussi, qui a fait des recherches et qui n'est pas arrivé comme par hasard sur UiPath, ça t'a pris combien de temps? Alors, je pense que mon cas, c'est un cas particulier en vrai, parce que si tu veux, on m'a accordé 2 semaines avant de commencer le projet chez le client. Donc, en gros, on m'a dit, t'as UiPath Academy, fonce, crée ton profil et vas-y, commence ta formation, tu dois être opérationnel dans 10 jours, grosso modo. Du coup, Ouais, voilà, j'ai foncé. Mais ce qui est bien, c'est que justement, j'avais ce background technique qui m'a permis de mieux assimiler, en tout cas, les différentes notions que UiPath a présentées, etc. Et moi, je partirais également sur le principe que la formation, elle doit être vraiment une formation continue dans le temps. Il ne faut pas vraiment faire juste 2, 3 briques sur UiPath Academy et puis dire ouais, c'est bon, j'ai tout acquis, on n'y retourne plus. Pas du tout, parce qu'on voit à chaque fois que UiPath n'arrête pas de sortir de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils, etc. Et on se trouve vraiment dans le besoin de se former rapidement et de monter en compétences rapidement sur ces outils-là. Mais voilà, je pense que moi, tout de même, je reste un cas particulier. ouais, c'est très C'est accéléré, je chaud. trouve. Connaissant la formation et avoir passé moi-même les épreuves, enfin, pour avoir le certificat, je sais que 2 semaines, franchement, chapeau à toi. C'est très short. Et ouais, grave. Et après, je voudrais poser la même question à notre MVP. Ça t'a pris combien de temps? Alors, en fait, déjà pour définir le cadre de la question, en fait, aujourd'hui, UiPath, c'est vraiment un très, très grand écosystème pour dire qu'on va apprendre la formation de développeur. On va parler seulement de la formation level 1, 2, 3, c'est-à-dire UiPath Studio, UiPath Assistant, Orchestrator et le Robotic Enterprise Framework. Donc, ça, c'est la formation basique qui va nous permettre de créer des process chez des clients. Donc, pour cette formation-là, ça m'a pris 4 mois parce que à l'époque, je faisais aussi de TensorFlow, de Deep Learning avec Python. Donc, c'était vraiment en parallèle de ce que j'étais en train de faire dans mon stage de fin d'études. Donc, vraiment pour maîtriser toutes les parties et d'aller de level 1 à level 3 où on va maîtriser le Robotic Enterprise Framework, ça m'a pris en gros 3 à 4 mois. D'accord. Ça fait très longtemps, donc je ne me rappelle plus de temps exact, mais voilà, c'était comme ça. D'accord. Donc là, je vois sur le chat que tout le monde nous donne combien de temps estimé ils ont passé. Donc moi, pour répondre à cette question, j'étais parti initialement sur une formation de 36 heures. Donc tout comme Alwa, accéléré et il faut que ce soit opérationnel le plus tôt possible. Donc moi, on m'avait donné une semaine qui s'est transformée en 2 semaines et qui a fini par 3 semaines. Donc en gros, là, pour moi, là, en réalité, on va dire, ça a pris 3 semaines. Avec la pratique, je crois qu'on va viser les 1 à 2 mois pour pouvoir dire que je suis capable de prendre un projet à moi-même et d'essayer de développer des choses, résoudre mes propres problèmes, bien sûr à l'aide des différents forums, ainsi de suite. Donc, je suppose qu'on est tous passés par là. Après, ce que cette question vraiment, elle a pour but, c'est un temps moyen, on va dire. Donc là, je vois 6 mois, là, je vois 4 mois, là, je vois 2 semaines. Donc là, moi, je dirais en moyenne, après, vous me corrigez si je dis des bêtises. Moi, je dirais que c'est autour des 1 mois, enfin de 1 mois, pardon, pour être opérationnel. Est-ce que vous êtes d'accord? Grosso modo, oui, je pense que c'est plutôt ça. D'ailleurs, si on s'intéresse aussi aux réponses des développeurs et développeuses, justement, on a 1 mois, à peu près 3 semaines, 2 semaines, 2, 3 semaines. On tourne vraiment autour de 3 semaines.
Même on a quelqu'un, Pierrot notamment, qui a fait une reconversion. Donc, bienvenue à toi dans le Ouais. club. Donc oui, grosso modo, je pense que c'est plutôt, donc, on va dire 3 semaines pour ceux qui ont un bagage technique et plutôt, j'ai l'impression, 3 mois, 4 mois pour les personnes qui n'ont pas de bagage technique au préalable, bien entendu, sous-entendu des deux développeurs. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Après, j'entends bien, Yva, tu as tout à fait raison. Après, c'est vraiment le temps qu'on va consacrer, comme ce qu'a dit Franck, en fait. C'est le temps que tu vas dédier à cette formation. Si tu donnes que 2 heures, rien qu'en divisant, enfin, faire un simple calcul, pardon, 36 divisé par 2, quoi. Là, on va avoir une estimation du temps. Après, si quelqu'un veut vraiment se lancer, il est pressé et qu'il soit opérationnel, Alwa, pardon, et l'exemple type, tu as 2 semaines, il faut que tu sois opérationnel. Donc là, ça varie selon les différentes priorités. Donc ça va nous amener à notre troisième question. C'est quoi la plateforme d'apprentissage la plus recommandée? Alors, ça va varier selon les différentes. On a eu un avant-goût avec Franck sur les différentes plateformes de formation. Donc, je voudrais tout de même commencer par toi, Iva, avec cette question. C'est quoi la plateforme sur laquelle tu avais appris la RPA et notamment qui t'a induit jusqu'à UiPath? Yes, bah écoute, moi j'ai commencé de mon côté sur UiPath Academy. Donc au départ, donc, je ne savais même pas qu'il y avait Academy, hein. Très concrètement, Safran m'avait dit, allez, deviens opérationnel enfin très rapidement. Et du coup, il n'y avait pas forcément d'infos plus que ça, comment est-ce que je fais, etc. Donc premier réflexe, je tape sur Google, bah, du coup UiPath, formation. Et c'est là où on tombe facilement sur UiPath Academy. Et puis de fil en aiguille, bah, on commence à chercher des profils et puis on commence à entamer tout bah, pour le plaisir de voir ça complet. Et aussi du coup s'entraîner directement sur Studio, l'installation, etc. Donc principalement donc UiPath Academy. Cela n'empêche pas de chercher d'autres ressources qui sont tout aussi utiles. À l'époque, sur YouTube, il y avait un peu moins d'informations. Je me basais aussi surtout sur plusieurs sites. Le plus connu, Stack Overflow, C#, VB, donc il y a plein d'infos. Sachant que UiPath est basé sur du VB C#, certes, ça ne donne pas beaucoup d'infos en termes d'activities, comment est-ce qu'on les utilise, mais ça me donne au moins une idée, si jamais la manière dont je remplis, tout simplement, les commandes. Ok. Donc, toi, tu n'as pas vraiment beaucoup cherché. C'est UiPath, Academy, et après, tu as commencé un peu à regarder autour. C'est ça. Donc, c'est pour quelqu'un qui n'a pas eu enfin, le même sens que toi, on va dire, bah, Franck. Et comment était ton expérience pour avoir l'information de un et de deux, te former et te certifier, avoir le diplôme, on va dire, sur cette techno? Moi, ma formation, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, que j'ai commencé par Udacity. Je connaissais déjà UiPath Academy, mais il me manquait le côté interactif. Puisqu'avant, il n'y avait pas le programme de mentoring. Je disais, comme c'est une reconversion et que je veux bien apprendre les choses pour ne pas les refaire après, je dois chercher un programme qui propose un mentor qui va m'accompagner tout le long de la formation. Et il y a Udacity qui venait de faire son partenariat avec UiPath dans le cadre des Academic Alliance, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai saisi cette opportunité. Voilà, je suis tombé sur une pub de formation et je me suis inscrit et j'ai commencé à suivre cette formation comme ça, tout en étant accompagné sur les différents projets. Après, je tenais juste à préciser quand même qu'une fois que j'ai terminé la formation, que j'ai eu mon certificat, il s'est avéré que la formation le certificat n'était pas très connu sur le milieu professionnel. Donc, voilà, je me suis retrouvé à refaire la formation sur UiPath Academy afin de valider les certifications sur UiPath Academy pour pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur le marché du travail. Donc, aujourd'hui, ce que je recommanderais, ça sera plutôt la combinaison de UiPath Academy dans un premier temps pour avoir des bases et puis une inscription sur le programme de mentoring afin de pouvoir, voilà, être connecté à l'aspect très pratique et professionnel de l'outil UiPath. Et puis, si on a des questions, il y a le forum qui est là, voilà, qui est un peu la salle de classe pour moi, auquel on peut poser la question aux collègues qui peuvent voilà, vous reprendre. Donc, pour toi, c'est une continuité, en fait. C'est un package qu'il faut. Oui, C'est pas juste des cours et ça s'arrête là, quoi. non, ça ne s'arrête pas, UiPath. Évidemment. Rien qu'avec les mises à jour, on peut dire que ça s'arrête pas. Voilà, Donc, ça ne s'arrête pas. C'est plutôt nous qui ouais. sommes en retard. Il faut tout le temps courir, essayer de suivre derrière, ça ne s'arrête pas. Bah, ça, c'est la technologie. Il faut Ouais, toujours être ouais. à la page. Donc, Alwa, pour toi, c'était quelle plateforme? Enfin, je sais que pour toi, c'était UiPath aussi, mais tout de même, je sais que tu t'es pas resté que autour de UiPath Academy.
Bah, c'est ça. Moi, en tout cas, on m'a guidée directement au début. On m'a dit, il y a UiPath Academy, ils proposent la formation, donc essayez de suivre l'acheminement qui s'y trouve. Bah, et après, j'ai agrémenté ça avec des vidéos YouTube. Il n'y avait pas forcément beaucoup à l'époque, mais tout de même, ceux qui étaient tout de même assez pertinents. Ils m'ont trop aidé à résoudre pas mal de soucis que je rencontrais sur le projet sur lequel je travaillais. Il y a aussi les forums où on peut trouver justement les réponses à toutes nos questions, parce que forcément, il y a quelqu'un qui a rencontré ce problème bien avant toi. Évidemment, donc je me servais de ça et voilà. Après, n'hésitez pas, je dirais, n'hésitez pas à aller au-delà de UiPath Academy pour trouver les infos, les solutions, les subtilités même. Ça vous épargnera pas mal de temps. D'accord. Donc, il ne faut pas se limiter. C'est C'est un ça. peu, c'est un peu la chose qui revient à chaque fois. En fait, certes, il y a une plateforme dédiée c'est bien pour l'initiative, mais après, il faut pas s'arrêter. Enfin, on va dire, c'est un package, quoi. Ça revient à ce que j'avais dit avec Franck. Donc, C'est pour ça. toi, Reda, est-ce que déjà tu es du même avis? Sinon, quel était ton parcours et c'est quoi les plateformes sur lesquelles tu avais travaillé? Alors, en fait, au début, il n'y avait pas vraiment beaucoup de formations, soit sur YouTube, soit, je parle 2018, 2017, il n'y avait pas vraiment de formation, soit sur Udemy, sur Coursera ou sur ODX. Il n'y avait pas de formation UiPath ou RPA en général sur ces plateformes-là, donc il n'y avait que l'académie. Avant, il n'y avait même pas l'académie, mais au bout de 2018, il y avait vraiment l'académie, donc c'est là où on peut trouver l'information. Aujourd'hui, c'est même plus réparti en termes de formation, même le foundation. La formation basique, on peut trouver des formations que pour les debugging, les formations que pour les UI interactions. Donc, c'est vraiment très divisé, c'est vraiment très informatif. Donc, c'est la plateforme phare, c'est la plateforme vraiment recommandée pour apprendre UiPath. Après, pour les nouvelles fonctionnalités, pour le task mining, vraiment les nouvelles fonctionnalités, le AI Fabric, le PIP. Donc, tout ça, en fait, parfois, on a des implémentations dans les dernières versions et on ne trouve pas forcément ça sur l'académie. Donc, il faut vraiment se pencher, il faut vraiment voir dans la documentation des releases qu'on a sur le forum et sur le site de documentation de UiPath, parce qu'on ne va pas trouver toutes les informations, on ne va pas trouver une formation formelle qui va se poster directement sur l'académie qui vraiment englobe toute la complexité de la nouvelle release qu'on a sur une nouvelle fonctionnalité. Donc, voilà. D'accord. Yes. Ah, Bah, juste 2 secondes, je me permets de rebondir oui. sur ce que tu viens de dire, Reda, c'est très intéressant, parce que je pense notamment à Orchestrator, donc entre 2019 et 2021, on a tous vu le changement, et donc la Ouais. première réaction, c'était en mode, mince, comment je fais pour retrouver mes boutons? Surtout, comment je déclare ma machine, qu'est-ce que c'est que ça? C'était une vraie galère, et du coup, à l'époque, à chaque fois, j'étais là sur YouTube en mode, pitié, s'il vous plaît, faites une vidéo explicative. Du coup, j'ai fini par moi-même appuyer sur chaque bouton, essayer de me souvenir des liaisons, etc. Et c'est vrai que heureusement, il y a une communauté qui entraide, enfin qui aide beaucoup. Donc voilà, on est toujours à l'assaut. Maintenant, c'est devenu la facilité, hein, chercher sur YouTube directement. Il y a bien quelqu'un qui va créer du contenu sous 10 jours, sous 2 semaines. Ouais. Ouais. Donc Et surtout, en fait, ah, pardon, pardon, Abdel, dis-moi, et dis-moi. surtout sur le sujet d'orchestrateur, parce qu'en fait, l'orchestrateur aujourd'hui, c'est inclus dans le cloud. Donc, c'est vraiment un tab qui est dans le cloud. Et il n'y a pas une formation, tu vois, il n'y a pas une formation sur l'académie avec l'orchestrateur inclus dans le cloud. C'est vraiment, lorsqu'on clique orchestrateur, ça s'ouvre avec des boutons différents, avec vraiment une répartition différente. Maintenant, ils sont en train d'adopter, UiPath sont en train d'adopter vraiment une version d'orchestrateur qui est inclus dans le cloud et qui va avec tout ce qu'on a sur le portail cloud avec le Action Sensor et tous les autres produits. Donc, voilà. Il faut vraiment aller toujours au forum pour voir comment on peut trouver ça, comment on peut répartir les licences et tous les autres détails qu'on peut faire déjà sur l'ancienne version de l'orchestrateur. D'accord. Je vois que Arwa, tu partages le même avis qu'eux, c'est ça? Des choses à ajouter peut-être. Je dirais pour les personnes qui ont un background technique, qui ont développé sous d'autres technos. Je l'ai vu sur le chat, du coup, ça m'a rappelé. N'hésitez pas justement à aller checker tout ce qui est documentation officielle C#, VB.NET. Ça peut vraiment vous aider, ne serait-ce que pour faire une petite fonction,
pour vous débloquer quelque part dans votre process. Donc, ça revient toujours utile. D'accord. Bon, voilà, je remarque qu'on est tous... Iba, tu veux dire quelque chose? Yes, juste merci Renaud pour la remarque. Il n'y a pas de souci. Merci Renaud. Donc du coup, moi ce que je constate ici, c'est qu'on on est tous partis initialement, sauf pour Franck qui lui avait commencé avec Udemy, on est tous partis sur l'académie de UiPath. Après, on s'est ouvert sur différentes plateformes. Donc là, en fait, la question qui se pose naturellement juste après, c'est quoi la légitimité de la certification? Pardon, je repose la question. Quelle est la légitimité de la certification sur le marché de l'emploi de la RPA, initialement avec UiPath ou sur d'autres plateformes, évidemment? Donc, je sais que Iba, toi, tu avais commencé par UiPath. Donc, quelle était ton expérience avec... Oui. Quelle est ta réponse à cette question, quoi? Très concrètement, du coup, quand j'avais fini le stage, j'étais du coup avec la fameuse certif qu'on avait. Donc, c'était pas l'UARD, c'était une advanced, j'ai oublié le nom très concrètement, mais c'était une certification à la fin. Enfin voilà, on devait rester. On avait 3 heures pour faire une partie pratique et puis 1 heure pour la partie QCM. Le Advanced Developer Foundation, non? C'est peut-être ça, j'arrive pas Ouais, à mettre le doigt dessus, mais c'était un truc dans le je te genre. confirme ça tout de suite. Ok, yes. Je te laisse répondre. Donc voilà, c'était avant l'UIRD. Et donc voilà, quand on l'avait, c'était très bien parce qu'on avait même le numéro de matricule, enfin numéro d'idée, donc c'était satisfaisant. Enfin, quand on rajoutait sur LinkedIn, ça faisait son poids. Après, on commençait aussi à partir du coup tout ce qui est BA, SA, ingénieur infra, etc. Donc ça s'enchaînait aussi. Donc les certifications, c'est surtout pour du coup une sorte de tampon personnel, pour se dire c'est bon, j'ai fait cette partie-là. Après, il y a le côté du coup qui n'est pas à négliger, qui est du coup en temps réel, est-ce que vous êtes capable ou pas de développer, parce que c'est bien de suivre, de répondre aux questions, etc. Et si derrière on n'est pas capable de reprendre le ref, de savoir un petit peu comment le positionner ou de créer quelque chose de from scratch, c'est pas si pertinent que ça. Donc, certification, je la vois plutôt comme un côté formel. Donc, on est développeur, c'est bien. Il faut surtout avoir la partie du coup derrière, donc savoir vraiment développer. Puis, assertif, c'est vraiment le petit tampon qui rassure surtout les recruteurs, surtout dans les appels d'offres. On en voit souvent, du coup, voilà, quels sont vos certifs, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes capable de le faire. Donc, on voit qu'on a du mal à les dissocier. Donc, malheureusement, on est quand même obligé d'avoir une certif, même si j'ai déjà rencontré des développeurs qui étaient très bons et qui, sont pas passés sur l'UIRD et pourtant, ils dev sur UiPath depuis 3 ans et ça se passe très bien. Donc, je remercie IAD. J'espère que je prononce bien ton nom. Alors, le nom de la certif, c'était Advanced Developer. RPA Advanced Developer. C'est exactement ça. RPA Advanced Developer Certificate. Ouais. Exact. Il a Donc, bien précisé qu'elle était gratuite et ça, c'était un gros avantage à l'époque. Ouais, Ah oui. exactement. Tellement. Surtout pour quelqu'un qui venait de se lancer dans quelque chose qu'il ne connaît pas et qui doit être fonctionnel, tout comme Arwa, par exemple. Donc, moi, je voudrais bien poser la même question à Franck, parce que toi, tu es passé par plusieurs plateformes et tu es certifié sur plusieurs plateformes aussi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis certifié sur Udacity, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis UiPath Academy après. Moi, je dirais, s'il faut recommander une certification dans un premier temps, je parlerai des certifications UiPath tout simplement, qu'on a voilà, après avoir fait la formation Fundamental, Advanced ou Solution Architect. Parce qu'aujourd'hui, comme Iba l'a précisé, c'est un requirement, c'est une obligation dans certains cas. Soit c'est demandé, soit c'est un filtre mis en place par le client qui souhaiterait travailler avec des développeurs certifiés, ou c'est un filtre parfois mis en place côté UiPath en termes de partenaires. Voilà. Parfois, il est demandé d'avoir un certain nombre de développeurs certifiés pour pouvoir prétendre avoir des statuts Gold partenaire et en ce sens, moi, je pense que serait risqué de laisser une personne aller comme ça sur le marché du travail sans pourtant avoir ces clés-là, surtout que si on sait déjà développer, c'est pas le plus compliqué à faire. Donc, je suggérerais quand même de les valider si on souhaitera vraiment transformer ce hobby ou cette passion de UiPath en quelque chose de professionnel. Exactement. Donc, c'est un peu la passerelle, en fait. Pour moi, c'est la passerelle obligatoire. Demander à une personne d'y aller comme ça sur une certification qui pourrait réussir, c'est un peu, je dirais, pas suicidaire, mais il laisse quand même des chances de côté. En fait,
Parce que s'il est capable de développer, il peut avoir l'assertif. Pourquoi c'est en privé? Ouais, exactement. Donc pour toi, c'est vraiment, tu aurais, bah, avec le recul, tu aurais préféré que quelqu'un te dise, écoute, certifie-toi ici ou là pour un Ouais. meilleur effet, on va dire. J'aimerais que quelqu'un puisse me dire directement, ne te perds pas sur Udacity, pars directement sur UiPath Academy. Tant que tu n'es pas certifié, bah, ça sert à rien de chercher quelque chose, tu perds ton temps. D'accord. Mais Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il y a pas mal de certifiés. En fait. Quand on reçoit des CV, il y en a 5 personnes, on a 3 qui sont certifiés, 2 qui ne sont pas certifiés. Beaucoup utilisent la certification comme étant le premier filtre. Ça, c'est la réalité. exact. On ne va pas Ouais. rentrer dans le... Voilà. Mais après, c'est pas vraiment, ça ne met pas en question la légitimité du certificat que tu as, mais c'est juste la valeur en fait du certif que tu as. On va dire que D'accord. c'est mieux vu ou enfin, d'un point de vue, je sais pas comment vraiment le dire. Ah, si je comprends bien ce que tu veux dire, moi, je pense qu'il y a deux faits. Quand on cherche un boulot, il y a 2 étapes. Il y a déjà pouvoir être face à un recruteur pour expliquer qu'on est compétent. Et Ouais, ça, la certification peut t'aider parce que tu n'auras pas le temps d'expliquer, de démontrer ta compétence à distance. Et une fois qu'on est en face de recruteur, bah là, juste la certification, voilà, si vous êtes pro être certifié, et là, le recruteur ne va plus se baser sur la certification. Et parmi exact. les 3 qui démontrent vraiment avoir une réelle expérience de UiPath. Et là, c'est en ce sens qu'on demande de ne pas se limiter à la certification. Ça va vous permettre d'aller voir le recruteur, mais peut-être pas forcément de décrocher un job. Si on veut décrocher un job, faut continuer à pratiquer et développer une réelle expertise, voilà, en pratiquant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire la différence. Exact. Donc, attends, juste je voudrais te poser la même question à Arwa, pour elle qui avait pas le choix que de se former sur Académie. Donc, pour toi, le certificat, mis à part le fait que c'était imposé, est-ce que tu aurais préféré aller sur d'autres plateformes? Très concrètement, je pense pas parce que je trouve tout de même que l'acheminement qui se trouve sur UiPath Academy, il est vraiment bien fait, bien étudié. Donc, ça permet de pouvoir aller des notions les plus générales jusqu'aux notions les plus spécifiques, les plus compliquées. Donc, le parcours en soi, il est bien fait. Après, moi, je sais, enfin, je rejoins Franck sur le fait qu'on est sur un marché hautement concurrentiel aujourd'hui, d'où le fait d'avoir des certificats peut te faire distinguer par rapport à d'autres candidats. Et je vois de plus en plus de recruteurs qui posent directement cette première question, genre, est-ce que tu as des certifications UiPath, oui ou non? Mais après, je dirais tout de même qu'avoir une certification ne garantit pas le niveau de compétences de la personne quelque part. Parce que je suis tombée sur des cas où la personne n'a pas encore passé ses certifications, mais elle est tout à fait opérationnelle, elle sait très bien se débrouiller, autonome sur UiPath, sur les projets, etc., etc. Donc oui, la certification, elle est valorisante, surtout côté client recruteur, mais derrière, ça ne garantit pas vraiment quelqu'un qui est toujours à la pointe, on va dire, de la technologie que UiPath fournit à la volée. Effectivement, oui. Voilà. Donc, là, je rejoins une deuxième fois Yaad pour son commentaire que je remercie encore une fois. C'est effectivement, avec 1 ou 2 ans d'expérience, avoir l'assertif, c'est toujours un plus, certes, mais ça, comme vient de le dire Aloha, quelqu'un qui a de l'expérience et qui n'est pas certifié, ça pourrait toujours quand même poser des questions par rapport à la légitimité, on va dire, de son expérience. Après, aujourd'hui, toi, Reda, qui exerce, enfin, qui fait de la RPA depuis 2018, c'est bien ça? Donc, toi, pour toi, avoir de 2017-2018, oui. 2017, pardon, depuis 2017, on va dire. Depuis 2017, avoir uniquement de l'expérience et pas de certif ou vice-versa, est-ce que c'est quelque chose qui peut soit être mis de côté, soit être un plus? Alors ça, c'est une question très très importante, seulement parce qu'en fait, déjà, il faut faire la différence entre les diplômes et les certificats. Parce qu'en fait, avant, il y avait une seule certification, il y avait beaucoup de diplômes. Les diplômes, c'est ce qu'on reçoit lorsqu'on finit une formation sur l'académie. C'est vraiment un parcours qui est accompagné avec toutes les informations. Après, on va répondre à un QCM pour recevoir le diplôme. Et on peut avoir 20, 30. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus qu'une soixantaine ou je sais pas, 70 formations sur l'académie. Donc, on peut recevoir aussi autant de diplômes sur l'académie, mais il y a aujourd'hui, il y a seulement 2 certifications. Il y a l'associate et il y a l'advanced certificate.
Donc, déjà, en fait, avant, il y a des recruteurs qui posent la question, est-ce que vous avez les diplômes sur l'académie? Il y a d'autres recruteurs qui veulent seulement savoir le certificat qu'on a sur certificates.uipath.com. C'est vraiment, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Parce qu'en fait, la deuxième, c'est vraiment une certification, un QCM, qu'on va, c'est pas un parcours, il n'y a pas une formation, c'est pas un parcours accompagné. Donc déjà, il faut faire la différence entre les deux, entre l'académie et la certification. Avant, en 2017, lorsque j'ai commencé, j'ai même pas entendu parler par la certification. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est-à-dire la certification. Pour moi, c'était les diplômes de l'académie, c'est ça la certification pour moi. Et chaque formation donne une certification. Après, lorsque j'ai posté un post LinkedIn, il y avait un employé du UiPath qui m'a dit que voilà, il y a un autre site où on peut trouver la certification. Et c'est une seule certification. Avant, c'était le RPA Advanced Certification. C'était une seule certification voilà, accordée par UiPath. Donc voilà, déjà faire la différence entre les deux, entre l'académie et la certification, c'est déjà très bien. Et après, pour revenir à la question, pour moi, en fait, la certification est très, très importante. C'est vraiment très, très importante de point de vue recruteur et même de point de vue carrière. Avoir la certification, même au bout de 3, 4 années, ça prouve qu'on est à jour, ça prouve qu'on est toujours, voilà, qu'on est toujours conscient de ce qui se passe côté UiPath, de ce qui se passe côté nouveaux produits, de ce qui se passe côté même certification, des changements de certification avec ces temps gratuits. Aujourd'hui, on a 2 certifications à 150 et $200. Donc, voilà. Donc, ça prouve beaucoup de choses et ça prouve que la personne est non pas seulement un développeur qui va toujours se rappeler des choses anciennes qu'on a sur UiPath, mais aussi quelqu'un qui est à jour et qui sait qu'on a toujours des nouvelles versions et elle est à jour. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Quelque part, c'est comme une sorte de, de maintenance, enfin, rester à jour avec la techno. Donc, se certifier, ça, je crois que c'est un sujet pour une autre table ronde, si je ne dis pas de bêtises, Yvan. Yes, c'est surtout par rapport, du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est à disposition sur les plateformes UiPath. On en parlera justement vers la fin. Ça marche. Donc, ça, on va le garder sur le coin de l'oreille pour le réaborder. Donc, en gros, ce que Reda vient d'expliquer, c'est vraiment, il faut à la fois être certifié et avoir de l'expérience. C'est toujours du bien. Et après, c'est vraiment la maintenance et comment rester à la page par rapport à tes formations de 1 et ce que tu sais faire et ce que la technologie, elle te permet de développer. Donc, ça nous permet d'arriver à notre dernière question. Donc, quelle est la perception du métier de développeur RPA autour de toi? Donc, moi, je sais que dire que je suis développeur RPA, c'est peut-être pas toujours bien perçu, on va dire. Après, on est certes certifié, on est toujours à jour par rapport à la nouvelle techno, mais quelle est la perception des autres vis-à-vis enfin, quand je leur dis que je suis un développeur RPA et que je leur explique déjà ce que c'est la RPA, parce que RPA, donc Iba, toi, est-ce que tu as dû l'expliquer? Yes, du coup, différents cas de figure. Typiquement, donc, si je remets dans mon contexte personnellement, donc, j'avais fini mon stage de 4e année, donc je devais revenir à l'école pour ma 5e année, donc même pas un semestre. Et donc voilà, toute fière, voilà, du coup on s'échange, qu'est-ce que vous avez fait comme stage, etc. Et puis là, je dis, du coup, moi j'ai fait de la RPA. Et là, on a un groupe dans la classe qui était crispé en disant, ah, c'est cette fameuse branche qui développe mal les choses, à chaque fois on entend des retours des clients, ça se passe mal, etc. Donc, on avait cette branche-là. Et puis, de l'autre côté, en dehors des cours, sinon, quand on est face au métier et qu'on leur montre ce que c'est que l'RPA, c'est en mode waouh, c'est le miracle, ça va trop bien fonctionner. Voilà, on avait un petit peu ces deux horizons-là. Et puis surtout, les fameux sponsors qui se disent ok, c'est parfait, maintenant on a trouvé une solution miracle, on va la mettre partout. Et puis, du coup, on voit des résultats positifs, voire même négatifs. Il y avait même une fois où on avait eu un cas de figure où l'AROI était négatif pour dire à quel point c'était une catastrophe, cette stratégie-là. Donc toi, si je comprends bien, et tu me corriges, tu étais mal perçu de tes collègues à l'école, tu étais apprécié côté client. C'est plutôt comme ça, ouais. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Mais on va juste changer, c'est plus des étudiants, mais aujourd'hui, c'est des développeurs.
Oui et non, ça va dépendre un petit peu. Ben, ensuite, ça dépend des personnes, quoi. On a les développeurs RPA du coup, qui sont contents. Et ben, on se fait concurrence entre nous, hein, entre du coup, ceux qui font Blueprint, Automation Anywhere, etc. Ben, c'est plutôt cool. Et puis sinon, du côté de développeur pur, c'est un petit peu en mode ah ouais, c'est la fameuse techno où on fait juste du drag and drop. Et puis voilà, enfin, on a un petit peu de tout. D'accord. Donc, est-ce que là, la question qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas développeur, qui a peut-être pas été, enfin, en tant qu'étudiant, tu n'étais forcément pas avec des développeurs, évidemment. Donc, pour toi, la perception quand aujourd'hui, tu leur dis que je suis un développeur RPA ou que j'ai changé, je me suis réorienté vers la RPA, qu'est-ce qu'on te dit comment est-ce que tu es perçu, Franck? Bon, moi, c'est un peu différent parce que je n'étais pas dans un milieu de développeurs de base. Effectivement. Donc, moi, c'était plutôt bien puisque j'apportais des solutions à des problèmes qu'ils avaient. Moi, je pense que la perception, elle varie. Elle varie si c'est face au développeur, si c'est face au client. Même face au client, c'est différent. Le client peut avoir peur, comme le client peut être soulagé de te voir. Et face au dev, je pense que dans un premier temps, on peut avoir tendance à dire que la solution n'est pas pertinente. Mais généralement, ce sont des gens qui n'ont pas encore pris le temps de bien essayer la solution. Sinon, on finit par comprendre que, bah, comme ce que moi j'explique toujours, au fait, on a l'union de deux forces. On a la simplicité du code Scratch qu'on apprend aux collégiens et la puissance du C Sharp. Et tout ça, la mélanger, ça donne du UiPath. Et c'est tout simplement intéressant parce qu'au moins, enfin, pour moi, je trouvais des projets dans lesquels on peut démarrer en 2 semaines. On a la solution qui rend des services, on voit son impact. Sur du code from scratch, parfois il y a des projets qui démarrent, qui durent une année. On développe des bouts de choses. On ne voit pas forcément. En fait, on a du mal à juger de l'impact réel de ce qu'on apporte sur le projet. Mais moi, je pense que tout dev UiPath, s'il y a un truc sur lequel nous sommes d'accord, c'est l'impact. En fait, quand on part chez un client, on finit le boulot, quand c'est bien fait, on voit tout de suite le sourire. On n'attend pas une année ou 2 ans pour voir. Et moi, je dirais que c'était plutôt positif. Après, il y en a qui ne comprennent pas toujours. Bon, ça, c'est par faute de ne pas connaître la solution. Mais sinon, c'est positif de mon côté. Donc, toi, pendant toute ta carrière, c'était quelque chose de bien. C'est Franck, la solution miracle. Ben oui, sur ceux dont les solutions, les tâches sur lesquelles j'automatisais déjà, ça portait beaucoup de durée parce que c'est des tâches répétitives. Et puis, on était une équipe d'ingénieurs. Voilà, donc se retrouver sur les tâches répétitives, si on peut les éviter, c'était toujours une valeur ajoutée. Après, il y a des gens, voilà, qui comprennent pas, que j'explique, qui trouvent ça fantastique. Et il y a des devs, bon, je les côtoie pas tellement, les développeurs C Sharp, du coup, il y a pas, on n'a pas souvent ce débat-là. D'accord. Donc, et toi, Arwa, qui était sollicité pendant enfin, qui avait que 2 semaines pour se former déjà de un, et par la suite, c'était quoi le ressenti que tu avais une fois que tu étais chez le client ou pour ta mission, quoi? Ben, moi, j'aurais un avis qui est un peu similaire à Iba, à quelques différences près en tout cas. Je distinguerais déjà deux perspectives différentes parce qu'il y a de un, il y a la partie client et les collaborateurs avec lesquels on travaille en permanent côté métier pour pouvoir automatiser des processus. Au début, tu es plutôt perçu comme étant la personne qui va venir développer un robot qui va supprimer leur boulot quelque part. Donc là, ils risquent fort de perdre leur job. Ce qui est bien. Donc, tu n'es pas vraiment bien perçu au début. Ils ont peur. Et tu as la phase, lorsque tu arrives à mettre en prod ton robot, etc., qu'ils voient à quel point le robot va venir soulager ces personnes-là de leurs tâches répétitives, quotidiennes, hebdomadaires ou même mensuelles, que sais-je. C'est là où ils commencent à apprécier déjà les robots, les RPA, à en demander plus. Dans des cas genre, oui, mais je me rappelle, j'ai eu une tâche qui est un peu répétitive, qui me prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut l'automatiser? Donc, tu vois, là, tu passes à la phase d'acceptation, de tolérance quelque part. Tu n'es plus l'ennemi. Ce qui est vraiment, enfin, ça fait toujours chaud au cœur de voir cette appétence-là de la part des équipes métiers. Donc, tu t'aperçois que ce que tu fais concrètement les aide et les motive à faire leur travail au quotidien. Il y a de l'autre côté les développeurs.
dont moi-même j'en faisais partie, qui n'étaient pas vraiment convaincus par cette solution-là parce qu'il faut comprendre que UiPath, c'est une solution low-code. Donc là, le but, c'est de faire le minimum de code possible et les remplacer par des drag and drop. Donc moi qui étais habituée à faire des centaines de lignes de code, je me suis retrouvée avec une interface à faire des drag and drop, mais j'étais en mode, mais oh là là, c'est quoi ça? C'est pas du code, ou sans passer mes lignes de code. Moi, je veux écrire du code, tout simplement. Ça passe pas, ça. Donc au début, je me suis amusée tout de même à faire des invoke codes, à les rajouter, à faire de l'injection là où je pouvais, parce que ça me soulageait de pouvoir écrire quelques lignes de code, que ce soit en C# ou en VB.NET, je m'en foutais, du moment que j'arrivais à écrire tout de même quelques lignes de code, arguments, variables, machin. Voilà, après, voilà, je me suis réconciliée avec la plateforme, le principe, il faut vraiment comprendre le principe de UiPath, pourquoi cette solution existe aujourd'hui, pourquoi on déploie autant de robots, et de se dire, il y a peut-être une autre manière de percevoir le développement RPA sous UiPath qui, voilà, j'insiste sur le fait que c'est du low-code. Voilà, il ne faut pas vraiment être choqué, il ne faut pas juger les développeurs RPA comme étant ce sont des développeurs qui ne développent pas. Donc concrètement, ils ne sont pas légitimes à ce titre-là. Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste que quelqu'un fait son boulot différemment. Voilà. Mais après, pour toi, c'est pas le côté fainéant, entre parenthèses, mais c'est juste le côté où tu peux produire quelque chose en peu de temps. Ça, c'était quelque chose C'est qui, ça? pour moi, m'a beaucoup attiré au début. Parce que, certes, on est initialement des développeurs. On est tous habitués si tu fais des cours, tu fais du code, tu dois maintenir ton code, il faut bien le commenter, ainsi de suite. Mais après, aujourd'hui, tu te retrouves où c'est juste, comme tu dis, c'est pas que des drag and drop, pour être assez franc, on va dire. Ouais, mais pour vulgariser un peu. C'est peut-être pas le meilleur moment là, on est en train de vendre la RPA. Donc, du coup, c'est ça, avec le recul, tu te dis, je peux faire plus en peu de temps et avoir quelque chose qui va plaire plus au client, on va dire. Parce que de mon expérience à moi, c'est le client, il vient, il a un problème, il veut gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent, en fin de compte. Pas tellement. Donc, pour lui, gagner de l'argent avec de la RPA, une solution qui est rapide et qui, en termes de maintenance et tout ça, c'est, on va dire, plus facile, pour pas utiliser d'autres termes, et qui intéresse beaucoup plus les clients. Donc là, aujourd'hui, moi, je développe des solutions avec UiPath et je trouve des petits robots par-ci et par-là. Après, moi, je voudrais peut-être avoir l'avis de quelqu'un qui a plus de recul et qui est passé sur les différentes phases de UiPath au travers des années. C'est juste 4 ans d'expérience, c'est ça? Et sur les 4 ans, je suppose que tu as vécu plusieurs changements et tu as été perçu différemment, pas comme la première année. Et aujourd'hui, en fait, en tant que MVP chez UiPath, que tu as tes solutions, que tu as ton mot à dire, on va dire. Oui. Alors, en fait, déjà pour répondre rapidement à la question et après répondre à la vraie question, pourquoi cette perception est en train de changer, en fait, dans le milieu de la RPA enfin, pour tout le monde, même pour les développeurs RPA eux-mêmes. Donc, moi, je rejoins en fait l'idée de Iba et Aloha. Lorsqu'on parle à une personne qui métier ou fonctionnel, lorsqu'il va voir en fait le robot est en train de marcher, de faire son process qu'il est en train de faire, il y a toujours cet effet wow. Donc, pour lui, c'est quelque chose qui est très, tu vois, c'est très apprécié. Après, lorsqu'on parle à un développeur, il va toujours nous dire que voilà, c'est un drag and drop, donc ça sert à rien de me dire que c'est quelque chose qui est, c'est pas du vrai code. Après, en fait, même en fait, dans cette idée, il y a toujours entre les développeurs, entre un développeur C par exemple et un développeur Python, le développeur Python, il va pas vraiment gérer bien la mémoire, le point de vue d'un développeur C. Donc, il y a toujours cette hiérarchie des développeurs, mais toujours, si on a, au moment où on a une solution qui permet de créer des process qui marchent rapidement, bah, le moment qu'on a ces solutions-là, on s'en fout de la technologie puisque ça marche. Donc, voilà. Pourquoi cette perception est en train de se changer déjà? En fait, la RPA, UiPath, ce n'est pas du drag and drop. Pour être un bon développeur, déjà, il faut savoir faire des link queries, il faut savoir créer des custom activities, il faut savoir faire plein de choses où parfois on fait que développer. Donc, on fait que voilà, écrire du code. Donc, déjà, ce n'est pas que du drag and drop pour vraiment être un bon développeur RPA. Et aussi, d'un point de vue communauté.
on ne va pas trouver une communauté comme la nôtre, par exemple, ou comme la communauté du UiPath au niveau mondial, si on est en train de parler à une technologie qui ne marche pas ou qui n'est pas vraiment une technologie qui résout des vrais problèmes. Donc, voilà. Déjà, en fait, le fait d'avoir des personnes qui sont très intéressées, après sélectionner pour avoir des MVP, avoir des personnes de communauté qui vont interagir d'une façon hebdomadaire sur des problèmes, sur des produits, créer des blogs, ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est voilà, qui peut être mal perçu par des développeurs ou par des personnes métiers. Donc, la perception est plutôt en train de se changer. Les personnes, ils voient il y a plus de visibilité côté RPA. C'est plutôt côté marketing et aussi côté technique parce qu'il y a vraiment des vrais produits. On peut faire de l'intelligence artificielle, on peut faire vraiment plein de choses. On peut créer des applications carrément en utilisant le Action Sensor et UiPath Apps. Donc voilà, cette perception est en train de se changer. Et ça, à cause de l'équipe marketing de UiPath et à cause de l'équipe des ingénieurs qui travaillent chez UiPath, parce qu'ils sont en train de créer et d'instaurer des vrais produits qui résolvent des vrais problèmes. Donc, voilà. D'accord. Merci. Bon, bah, ça clôture. Oui, pardon. Je me permets de rajouter quelque chose parce que c'est plutôt intéressant. La remarque de Renault, donc RPA, c'est plutôt du social, donc c'est de la synergie fonctionnelle et opérationnelle. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais dans la cobotique, donc l'industrie 4.0, donc on est vraiment dans, voilà, on cherche à donner un apport en fait au client ou au métier qui est en face de nous. On n'est pas là pour bousiller son travail ou le voir disparaître, mais plutôt là pour le voir évoluer au niveau de sa fiche de poste, et surtout l'aider, quoi, parce que faire tous les jours la même tâche, ça peut être un peu trop long pour lui en termes de carrière. Merci. Donc là, on clôture nos 5 petites questions pour cette table ronde. Donc là, je vais passer aux différents conseils que nous pouvons faire pour les différents développeurs et les développeuses qui aujourd'hui soit s'intéressent à la RPA et qui veulent s'investir, on va dire, sur le long terme, ou sinon c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui voudrait avoir quelques conseils. Donc Iba, avec le recul que tu as et l'expérience que tu as acquis, quels seraient tes différents conseils que tu pourrais apporter à ceux qui nous écoutent? J'en ai 2 en tout cas qui me viennent en tête. Le premier, c'est si vous ne parlez pas encore anglais ou si vous ne comprenez pas encore anglais, c'est le moment de se lancer dessus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources en anglais, heureusement, parce qu'on est une communauté internationale. Hein, surtout, comme j'avais vu dans un commentaire, les ressources qui viennent d'Inde, de Chine, même des États-Unis. Il y avait aussi Anders qui est assez connu dans ce domaine-là. Enfin, il y a vraiment du contenu, mais c'est en anglais, donc il faut passer le cap. Surtout qu'on est connu pour surtout parler this way. Donc voilà, pourquoi pas s'intéresser un petit peu au sujet en attendant que quelqu'un se décide du coup justement à créer du contenu pur français. Et puis voilà, et puis sinon le deuxième en tout cas conseil que je peux vous donner, c'est quand vous postulez justement à des offres RH, etc., n'hésitez pas à faire des projets sur le côté, en plus de vos projets, surtout si vous êtes junior, ça vous donne plus de valeur ajoutée. Ouais. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a une communauté française aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider les différents développeurs et développeuses qui parlent français. On est là pour vous et vous pour nous, ça va de soi. Et donc là, c'est un point intéressant que tu invoques. Donc, et toi, Franck, des conseils? Moi, l'un des conseils que je peux donner, ça serait, en tout cas, quand on est déjà dev, ça serait d'avoir un peu plus d'empathie pour les métiers, parce que c'est pas toujours évident. Euh, c'est quand même beaucoup de bouleversements de la RPA perçu côté métier. Et aussi, quand on veut s'y lancer dans ce domaine, il faut juste se dire que on est en train de se lancer dans un train qui ne va pas s'arrêter et on doit continuer à être en mouvement. Il faut aimer apprendre tout le temps. Si on cherche un métier dans lequel on va se reposer parce qu'on en a un peu marre de se lancer un métier, c'est pas forcément le bon plan. Donc, ouais, c'est un peu ça. J'entends bien, oui. Mais Oui. on ne change pas de carrière que parce qu'on n'aime pas son taf, quoi. C'est peut-être la UiPath qui t'attire, tout comme toi, en fait. Au début, Oui, c'est une recherche et aussi c'est une carrière. oui, mais c'est pour cela, en fait, parce que c'est quand même un sujet qui est en plein hype, là, tout le monde en parle. Et souvent, quand un sujet, tout le monde en parle, il peut y avoir des gens qui vont venir parce qu'ils n'ont pas forcément tout compris de base. Dans le sens que la RPA, c'est intéressant, c'est à la mode, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Il y a eu pas mal de centres de formation créés de partout qui forment en 2 semaines pour devenir data scientist.
parce que c'est un métier populaire. Et puis, on a plein, après la formation, qui n'ont pas forcément trouvé le métier dont ils attendaient et qui ont été déçus. Donc, c'est pour cela, je pense que c'est l'une des caractéristiques intéressantes pour être un bon développeur RPA, c'est voilà, aimer apprendre de façon continue et puis avoir beaucoup d'empathie pour le client, le métier, parce que finalement, ce qui compte, c'est un peu ça la spécificité de la RPA, c'est pas la complexité technique de la solution qu'on développe, mais la force de la valeur ajoutée que ça apporte chez le client. C'est pour D'accord. cela, voilà, on mesure toujours en termes de ROI, on mesure pas en termes de complexité de code ou d'innovation dans le dev. C'est à la fin, c'est le ROI qui compte. D'accord. Merci. Arwa, un conseil vite fait. On déborde un peu sur les temps. Donc, Oui, je l'ai vu. Mais, du coup, je ne vais pas rajouter une couche, hein. Ils ont bien expliqué, Eva et Franck, ce qu'il faut faire. Moi, je dirais juste un petit conseil. N'hésitez pas à maintenir vos compétences sur la RPA, dans le sens où n'hésitez pas de vous former d'une manière continue, rester sur la pointe, à voir toutes les nouveautés, à tester tout de même par moment. Et puis, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, ça ne vous plaît pas. c'est des goûts et les couleurs, quoi. Voilà, Et c'est toi, ça. Reda, un dernier mot? Oui, vas-y, lancez-vous. Je pense que c'est vraiment un domaine qui est très promettant et d'ici, en fait, la RPA, ça va vraiment, c'est en train d'être vraiment un domaine qui est en train de s'agrandir. Donc, voilà, lancez-vous et vas-y. Merci. Donc là, on va passer aux questions-réponses. Euh, J'aurais première question à poser. C'est comment maintenir sa formation à travers comment maintenir sa formation tout court. Yes. Ben justement, ça va être l'un de nos prochains webinaires, justement, enfin, en tout cas sur ce même format table ronde. Justement, on va aborder ce thème-là. C'est quelque chose de très intéressant, la formation continue. D'ailleurs, j'en profite pour placer un petit mot. Si l'un d'entre vous souhaite aussi être speaker, ben, n'hésitez pas. Il faudra juste se rentrer dans le groupe LinkedIn. Le lien avait été déposé tout à l'heure dans le chat, on le remettra. Donc, n'hésitez pas, on est ouvert à ça justement. Et puis voilà, en tout cas, pour répondre à ta question. Et sinon, juste pour répondre véritablement à la question, ce serait Ouais. plus, voilà, formation continue, c'est on continue à aller sur UiPath Academy, on coince, on va sur UiPath Forum, on se renseigne. On n'hésite pas à s'intéresser un petit peu aux nouvelles briques, parce qu'au départ, c'était vraiment juste le trio, hein, orchestrator, agent et studio. Maintenant, c'est beaucoup plus. Donc voilà, ne pas hésiter à être très curieux. Merci. Donc là, nous avons une question de Pierrot. Alors, sa question, c'est comment faire le lien entre l'intelligence artificielle et la RPA, UiPath notamment. Donc ça, c'est une question que j'aurais posée à Reda. Toi qui... Oui, alors je veux bien répondre à cette question parce qu'en fait, en fait, il y a deux domaines. Soit on parle de computer vision, c'est-à-dire parce qu'en fait, il y a une librairie UiPath qui permet de définir des éléments sur l'écran sans devoir interagir avec les sélecteurs, c'est-à-dire soit en utilisant le code XML, soit le code HTML, si on travaille dans des web browsers. Donc, il y a ce côté-là, donc c'est vraiment le computer vision et c'est vraiment très intéressant parce que d'ici là, assez rapide. On peut, par exemple, définir des éléments dans l'écran. On peut définir que c'est un bouton, j'entends excusez-moi, j'entends un petit bruit. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Yes, yes, on t'entend Oui, bien. on Il n'y a pas t'entend de très souci. bien. Ah, ok. J'ai dit qu'en fait, voilà, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, ce côté-là, si on arrive à définir des éléments, des message box, enfin, des message box, des boutons, des text box, des radio box, si on arrive à faire ça d'une manière visuelle, le robot, il peut éventuellement travailler de la même manière qu'un être humain et on n'a pas besoin on va pas avoir des problèmes si on travaille sur Citrix, si on travaille sur une machine virtuelle ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très promettant. Après, il y a l'autre méthode, il y a l'autre domaine qui est le machine learning normal. On a des algorithmes qui sont déjà implémentés en utilisant le AI Fabric. C'est une librairie sur UiPath qu'on peut télécharger. On peut voilà, faire le training normal. On a une dataset. Euh, on peut faire du learning supervisé en donnant en data table avec les bonnes réponses et après on va. Alors ça c'est, oui, voilà. Et après j'entends un bruit.
Non, c'est fait. Parce qu'ils ont tous été Vas-y, mute. vas-y. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ah, ça marche. Ok, donc voilà. Donc c'est vraiment la data normale, la data science normale. On a une algorithme de machine learning. On va donner une dataset pour faire du training. Et après, on va faire une autre dataset pour voir notre score. C'est vraiment du machine learning normal. Ça existe déjà dans UiPath et on peut l'utiliser en utilisant des actions et des activités qui sont déjà développées. C'est ça. Sinon, on crée soi-même ses propres modèles et puis après, on les importe et puis après, on fait appel à ça sur UiPath directement. Je ne sais pas si Pierrot, donc là, tu peux normalement te mute si ça répond à ta question. Donc, voilà. Oui. Ok, super, merci. Donc voilà, normalement, vous avez la possibilité de vous unmute. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont des questions. Ben, si vous avez des questions, vous les posez directement sur le live. Et sinon, moi, j'en ai encore une, et c'est pour toi, Iba. Ok. C'est quand j'ai un bug, quels sont les outils recommandés pour trouver ma solution? C'est un petit peu aussi lié à un petit peu la formation continue. Donc, au fur et à Ouais, mesure, on apprend un petit peu à savoir ce qu'on fait. Il y a Stack Overflow, il y a YouTube, sinon copie-colle l'erreur. Enfin, pas toute la taille, mais juste le message qui nous intéresse. ouais, Sinon, ouais, il y avait Stack Overflow que j'utilise. Forum aussi, des fois. Enfin, il faut savoir aussi bien utiliser Forum parce que des fois, c'est pas évident à trouver le bouton recherché. Avant de créer un ouais. topic, c'est bien de voir avant si ça existe. C'est un problème qu'on rencontre énormément sur le forum de l'autre côté. Euh, ouais, alors quelqu'un a dit try catch. C'est vrai que c'est utile quand on a un bug littéralement. Enfin, là, du coup, c'est côté opérationnel. Quand on a un bug, on le fout dans un try catch, on choisit le niveau d'exception et puis hop, c'est maintenu. C'est vrai que c'est une technique qui utilise, c'est Ouais. opérationnel. Alors, cette question elle était plutôt orientée sur les différentes plateformes qui peuvent nous aider sur différentes solutions, enfin les différents problèmes qu'on pourrait être amené à rencontrer. Après, c'est ça, c'est vraiment faire le tour des forums, de un. De deux, ça va être voir rien que les cours sur Académie aussi, tu peux trouver des solutions. Et voilà, quoi, ça revient un peu à une question qu'on nous avait déjà posée autour de la table ronde. Après, est-ce que si quelqu'un d'autre a une question, sinon, je crois qu'on pourrait arrêter. On a un peu débordé. On a 7 minutes Ouais. de plus. Alors, je vais juste aborder du coup deux informations importantes. Première information qui est importante, c'est que n'hésitez pas à postuler pour le titre de MVP. Ça ouvre cet automne, donc on vous mettra le lien plus tard, même sur le groupe LinkedIn, si ça vous intéresse. Donc, Most Valuable Professional, donc quelqu'un qui aime bien UiPath, qui est à fond dessus, qui a envie de bouger justement pour ça. Donc, c'est à côté de la community, hein, c'est vraiment un titre à part. Donc, n'hésitez pas même aussi à demander des retours, hein. Il y a Massiri Fofana en France, il y a aussi Reda Amarzo qui est avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, deuxième élément, juste avant de finir, c'est juste vous montrer comment est-ce que vous rejoignez UiPath Community, et aussi UiPath Chapter Leader. Donc, juste pour ça, je vais partager rapidement mon écran. Est-ce que tu peux couper ton partage, s'il te plaît? Oui, En effet, ouais, la remarque, j'en profite juste, mais la remarque de Renaud est pertinente. Utiliser Visual Studio pour tester les codes invoke. Mais justement, avant de débug à l'intérieur, on a du mal un petit peu à voir comment est-ce qu'on débug. C'est vrai que c'est pertinent. Hop, voilà. Alors, normalement, je peux partager, donc vous voyez. Donc, concrètement, il faut aller sur cette URL-là, donc community.uipath.com. Et du coup, on va dans alors, tac, 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 événements, find a chapter, pour chercher justement le chapitre auquel vous souhaitez être relié. Comme ça, chaque fois qu'on crée un événement, vous êtes les premiers à être au courant. Donc, dans find a chapter, on va dans EMEA. Donc, et puis, on retrouve Paris. On clique dessus et puis du coup, on peut cliquer sur rejoindre. Normalement, il y a un bouton par là. Bon, vu que je suis déjà dans le groupe, ça ne se voit pas. Mais du coup, il devrait y avoir un bouton. Ah voilà, au niveau de quitter la branche, du coup, certainement join. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, vous avez directement une notification à chaque nouvel événement. Et puis sinon, à côté de ça, il y a aussi l'URL qu'on va vous mettre sur LinkedIn, où justement on a donc le groupe UiPath France Community pour partager vos idées. Si jamais vous avez un bug, vous n'hésitez pas. En plus du forum, on peut s'entraider entre nous vu que c'est principalement en français. Et puis aussi, pour s'inscrire aux prochains événements en tant que speaker ou juste en tant que participant, vous avez l'info dessus. Et puis d'une manière générale, on reste en contact. Ça reste un réseau très utile. merci, Iba. Alors, moi, je voudrais profiter aussi pour remercier la communauté, enfin UiPath de 1, et après à tous ceux qui sont présents aujourd'hui d'avoir assisté. Et on a hâte que vous nous rejoigniez. On attend toutes vos questions, ainsi de suite. Et un mot pour la fin, c'est merci encore.
Ouais, alors juste avant la fin, il y a Sad qui pose une question qui est intéressante. Est-ce que le rôle de développeur RPA est menacé par AI et machine learning à l'avenir? Juste très brièvement pour répondre, ça doit être de mon point de vue personnel, mais non, parce que c'est deux choses complètement différentes. Donc machine learning, c'est tu entraînes quelque chose, enfin tu entraînes un réseau de neurones, en fait, tu choisis quel niveau, convolutional ou plutôt deep, etc. On a plusieurs en fait, niveaux de machine learning. Donc, déjà, c'est déjà grand côté machine learning. Et puis après, une fois qu'on s'intéresse à un élément, c'est plutôt en fait la logique. Donc machine learning, c'est vraiment, j'ai plein de données en entrée, il faut que je les nettoie, faut que j'entraîne mon neurone, il faut qu'il comprenne pour avoir un output. Et la RPA, c'est complètement différent. C'est voilà, c'est rule-based. Donc c'est-à-dire si j'ai ça, alors je fais ça. Donc le machine learning peut être appelé dans la RPA, mais c'est deux choses dissociables. Je ne sais pas ce que tu en penses, Reda, vu que tu as fait les mêmes études globalement. Exactement, oui. C'est ça ce que je voulais dire. La réponse courte, c'est non. C'est pas, c'est vraiment, c'est totalement différent. C'est deux domaines très différents. On va toujours faire appel à l'RPA pour résoudre des vraies problématiques en société. Parfois, on n'a même pas ces problématiques. Ils peuvent même pas être résolus par l'IA. Généralement, on a plus besoin de la RPA dans des banques, dans des sociétés comme ça, parce qu'on a bien des process qui sont rule-based. C'est pas le cas c'est pas vraiment les cas d'usage qu'on va résoudre avec l'IA. Nice. Du coup, toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à vous unmute et sinon faire apparaître vos têtes. Et puis voilà, sinon, Abdel, je te laisse le dernier mot. Donc, merci. Merci encore une fois à tous nos speakers et à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui et UiPath, bien sûr. Alors, c'était UiPath France Community de Paris et à bientôt. Merci Au à revoir. tous. Au revoir.